Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. J'ai plusieurs choses à vous dire aujourd'hui, mais mon esprit est un peu décousu parce que je me suis couché très tard et j'ai bu quelques verres de vin. Alors, la nuit a été courte, peuplée d'étonnants rêves, dont je ne vous ferai pas part aujourd'hui. Mais je vais vous parler de deux choses et je vais essayer de faire le lien entre les deux choses qui, après ma barre, ne semblent pas avoir beaucoup de choses en commun. Bon. La première, nous avons eu une réunion hier soir de notre groupe, des amis lisant ce livre. Nous sommes à travailler sur un collectif. On recueille des témoignages de manifestants qui ont participé au Printemps québécois 2012. Et nous leur demandons de faire un effort d'introspection qu'au-delà des motivations politiques qui ont été les leurs pour sortir dans la rue, d'aller explorer l'autre côté, les raisons inavouées, les raisons obscures, les raisons qu'on ne s'avoue pas, en tout cas qu'on n'avoue pas aux autres. Et force nous est de constater que beaucoup de gens sont enthousiastes à l'idée de participer au projet, mais quand vient le temps d'aller explorer les raisons cachées de leur engagement, eh bien, ils se rebiffent et ils finissent par ne plus participer au projet. Car pour eux, il n'y a pas de raison subjective à un engagement politique. Alors, notre prémisse de base à cette réflexion nous a entraînés à toutes sortes de considérations, au petit noyau dur qui continue de venir à ma librairie le dernier mercredi de chaque mois. Vous êtes invités, c'est un groupe ouvert. Et hier soir, nous avons beaucoup réfléchi sur les raisons non pas de cet abandon, mais de cette répugnance qu'ont beaucoup d'entre nous à ne pas se livrer à de l'introspection. On aurait envie de dire que la vie intérieure et la vie inconsciente, la vie psychique, bientôt est même quelque chose en train de disparaître. Bien possible, c'est bien possible. On sent que les choses disparaissent à grande vitesse, que le sol se dérobe sous nos pieds. Mais hier, toujours à notre réunion, eh bien, on assiste à des choses plutôt étonnantes. Il y a notre ami, François, qui lui a, est venu de Trois-Rivières et c'est quelque chose comme 2 heures et demie hein, en autobus, par un froid glacial, afin d'assister à nos réunions. C'est plutôt admirable. Et hier, nous lui avons manifesté bruyamment notre satisfaction à le savoir parmi nous. J'en profite également ici pour le remercier de son implication. Ce qui faisait dire à notre ami Michel, notre ami commun à nous tous, Michel, que beaucoup de gens se sont montrés intéressés à participer à ce projet, mais toutes sortes de raisons les empêchent de se déplacer à la librairie. Et qu'un homme comme François n'a pas hésité à payer de sa poche, à payer de son temps, de son énergie pour être parmi nous. Aussi, un autre ami qui assiste à nos réunions, Michel, qu'on appelle également Michel Lapancarte, eh bien, lui s'est découvert une vocation de poète. Et il a commencé à écrire de la poésie. Et il a commencé à la lire un peu partout. Et il nous disait que ça lui était égal si elle était bonne ou pas, sa poésie. Que ce qui importait pour lui, c'était de faire quelque chose. De n'être pas dans la plainte, de n'être pas dans le ressentiment. Et qu'il jugeait que c'était plutôt étonnant qu'un homme de 55 ans, sikh,
montent comme ça sur une scène avec un micro. Ils lisent des poèmes. Il y a notre ami Luc, que vous connaissez, qui, depuis le mois de septembre, est devenu un lecteur. Il a tout lu de Dostoïevski, partie de Tolstoï, Bulgakov. Là, il est en train de lire Tourgueniev. Alors, il a trouvé son siècle, le 20e siècle, le 19e siècle. Il a trouvé sa littérature, celle des Russes. Alors, beaucoup de choses qui se passent quand même. La micropolitique, c'est ça aussi. Renoncer à travailler sur l'ensemble et faire quelque chose, à notre mesure, petite, soit, mais faire quelque chose. Ne pas rester simplement dans la dénonciation, dans la posture de victime. Ça peut être écrire un poème et grimper sur une scène. C'est un acte d'insurrection. Je vais enchaîner avec quelque chose d'autre qui a peut-être un rapport ténu. Comme je vous dis, je n'ai pas tellement les idées claires ce matin. Ma diététique habituelle a été bousculée. Un ami qui fréquente ma librairie, dont je vais taire le nom, et je vais taire en fait beaucoup de choses, mais je vais quand même vous expliquer de quoi il en retourne. Il me racontait qu'au Québec en ce moment, les églises évangéliques sont en pleine croissance, sont en plein boom, et qu'elles sont financées, ces églises, par les Américains du Sud, Texas. Et ils sont très, 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 très riches. Et ils offrent des formations de pasteurs et c'est un assez bon salaire. Mais ils ont des conditions pour ce faire. D'ailleurs, entre parenthèses, ces églises sont pleines le dimanche. Il y a un très, très fort lien de communauté qui s'établit et elles sont en croissance exponentielle. Alors, il me racontait qu'il y a quelques conditions pour partir sa business d'église. Il y en a deux, entre autres, que j'ai retenues. C'est que les pasteurs sont des créationnistes. Ils croient que le monde a été créé tel qu'expliqué dans la Genèse, donc il y a 6000 ans. Ils récusent la vision scientifique du Big Bang et tout ce que vous savez déjà là-dessus. Et une autre condition, c'est que les femmes n'occupent aucun poste d'autorité. Elles ne peuvent pas être pasteurs. Elles sont reléguées aux tâches subalternes. Alors je me disais, voilà, peut-être le lien, je me disais, décidément, si on met en parallèle ces églises évangéliques en pleine croissance et un certain islamisme militant, pour beaucoup, beaucoup de religieux, en fait, le Québec est une terre de mission. Que le capitalisme, en train d'échouer sur certains aspects, en tout cas, dans son aspect de créer des liens, d'offrir un minimum de transcendance. Les églises sont vides, les centres d'achat sont pleins. Les sectes, en parenthèse, sont en chute libre aussi. Étonnant, on pourrait croire que les adhérents aux sectes et les gourous de toutes sortes sont en train de se multiplier. Erreur. Là, je pense également que les gens sont devenus critiques par rapport aux initiatives individuelles et qu'ils se retournent vers des institutions à la fois aguerries, militantes, combatives et bien financées. Que le bric-à-brac des sectes intéresse de moins en moins de gens. Ce qui n'empêchera pas les gens en quête de transcendance de se tourner vers d'autres institutions religieuses. Alors, il m'est d'avis que pour beaucoup de prosélytes, peu importe leur famille, peu importe leur origine, le Québec est une terre à conquérir.
il serait quand même assez stupide, peu importe ce qu'on pense sur la charte, de ne pas voir le péril qu'il y a dans cette affaire-là. Parce que ces gens-là, qui sont des prosélytes, ont quand même un projet politique. Ils ont pas juste un business plan, ils ont une visée. Il n'y a rien d'innocent dans leur démarche. Il n'y a rien de gratuit. Alors, est-ce que les poètes peuvent se dresser contre ces religieux et où le religieux gagne des points, les droits des femmes reculent? Pour moi, il y a un corollaire très net entre les deux choses. Tous nous redoutons les forces vitales des femmes. Tous ou presque. Et les religions ont été de tout temps des carcans, brimant la vitalité et les droits des femmes. Il y en a qui sont plus subtils que d'autres. Il y en a qui, j'entends par là, les prosélytes, il y en a qui sont plus subtils que d'autres. Il y en a qui avancent le visage voilé, d'autres avancent le visage masqué, d'autres avancent, mais tous ont une stratégie: profiter du vide spirituel que connaît le Québec. Et c'est là que les poètes doivent entrer en scène. C'est là que les poètes doivent être des garde-fous, des gardiens, pour empêcher à la fois cette avancée de l'obscurantisme et à la fois offrir une bouffée d'oxygène à nous qui en manquons tant dans ce monde de plus en plus aseptisé. Micropolitique, micro-insurrection. On ne recule pas. C'est un minimum. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles et inimaginables. Je me fie à votre imagination débordante pour qu'on se retrouve. Bonne journée.